Alors, Sébastien Chenu, notre invité ce matin, député du Nord, vice-président du Rassemblement National. Tout d'abord, Monsieur Chenu, votre réaction donc à cette date que vous attendez, j'imagine. Alors, je ne sais pas comment d'ailleurs, avec fébrilité, avec confiance. Vous avez hâte. Ce sera le 31 mars, 31 mars à 10h. Jugement dans l'affaire des assistants parlementaires de votre parti. Le risque principal, c'est l'inéligibilité avec, pour dire les choses simplement, une décision de justice qui pourrait rendre la sanction applicable même en cas d'appel. Nous attendons avec une certaine forme de sérénité parce que je crois qu'hier, nous avons fait, en tous les cas, les avocats de Marine Le Pen ont fait la démonstration que ce dossier était beaucoup plus complexe qu'on ne le disait, qu'il n'y avait d'ailleurs jamais eu d'emploi fictif, 0 emploi fictif, tout le monde a travaillé, ça c'était important, 0 enrichissement personnel, et puis en réalité, c'est un procès dans lequel les réquisitions sont évidemment tellement spectaculaires qu'elles ne correspondent pas à la réalité du fond du dossier. Donc ça a été démontré hier par les avocats de Marine Le Pen, et je crois que derrière ça, c'est le procès de la liberté parlementaire qui aura évidemment des conséquences aussi sur l'organisation du travail parlementaire pour tous les parlementaires européens demain, si Marine Le Pen venait évidemment à être condamnée. Est-ce que vous pensez à un plan B pour la présidentielle ou est-ce qu'il n'y a que Marine Le Pen, il n'y a pas de plan B au RN ? Non, je pense que Marine Le Pen sera relaxée. Hier, moi, je l'ai accompagnée, j'étais présent au tribunal, j'ai trouvé que la plaidoirie de l'avocat était d'une clarté, d'une limpidité et démontrait qu'effectivement, ce dossier, il n'y avait rien dedans en fait. En réalité, on parle d'organisation de travaux parlementaires. Et je pense que à la fin de cette histoire, la justice passera et sera rendue à Marine Le Pen. Mais par sécurité, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que Jordan Bardella se prépare ? Non, mais il n'y a pas de plan B. Voilà. Donc Marine Le Pen, parce que j'ai confiance dans la justice de mon pays, pourra se présenter en 2027. C'est pas tout à fait ce que dit Marine Le Pen. Elle parle d'une justice politique contre une politique. On parlait des réquisitions du parquet. Le parquet a fait des réquisitions politiques. Maintenant, j'ai confiance évidemment, et je l'espère, dans la justice de mon pays pour que Marine Le Pen puisse se présenter devant les Français. Donc vous respecterez la décision de justice. S'il y avait une peine d'inéligibilité, qu'elle ne soit pas exécutoire. Et à partir de là, nous continuerons à faire valoir nos droits. Mais si elle est condamnée et qu'il n'y a pas de peine d'inéligibilité, est-ce que le fait qu'elle ait un casier judiciaire l'empêche de concourir à la présidentielle ou pas, selon vous ? Comme l'avait demandé à Jordan Bardella. Oui. Je ne mets pas dans la situation où Marine Le Pen soit condamnée. Mais de toute façon, après, il y a des voies de recours. Je comprends que vous ne limitiez pas. Mais après, il y a des voies de recours. Après, il y a des voies de recours. S'il n'y a pas d'inéligibilité immédiate, il y a des voies de recours, comme dans tout procès. Donc, ces voies de recours seront utilisées pour faire valoir notre bon droit. Mais moi, je crois que nous avons fait la démonstration, finalement, 2027, de notre bonne foi, de notre sincérité. Et je crois que les plaidoiries hier étaient très, très importantes et ont amené une nouvelle lumière sur ce procès. D'ailleurs, 4 mois, c'est assez rare qu'un délibéré prenne autant de temps, 4 mois pour décider. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un dossier qui était complexe. Et je pense qu'effectivement, à la fin, Marine Le Pen pourra retrouver évidemment cette sérénité qui lui permettra de concourir à la présidentielle. Monsieur Chenu, je voudrais que nous parlions de l'avenir du gouvernement et donc du pays. Je ne vous pose pas la question de savoir si vous allez le censurer, puisqu'à 99%, vous allez dire oui. Vous l'avez expliqué à plusieurs reprises, vous et d'autres responsables de votre parti sur ce plateau. La question que je vous pose, c'est quand ? Parce que le budget va commencer l'examen avec le PLFSS, et donc le projet de loi sur la sécurité sociale, et ça, c'est dès la semaine prochaine. C'est à partir du 2 ou du 3, c'est ça c'est lundi, oui. Voilà, lundi à l'Assemblée. Est-ce que ça veut dire que c'est dès le début de semaine prochaine que vous ferez tomber le gouvernement ? Bon, écoutez, d'abord, on va se réunir. Aujourd'hui, à 14h, le groupe Rassemblement National, autour de sa présidente Marine Le Pen, va se réunir pour regarder ce que ce PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, contient, quel a été l'accord finalement obtenu hier soir, ou le compromis plutôt. Là-dedans, moi, je vois qu'il y a des lignes rouges que nous avions fixées, qui étaient intangibles, qui ont été dépassées. Alors, ces lignes rouges, c'est par exemple le remboursement des prix des médicaments, c'est la baisse des charges, la baisse des allègements de charges, c'est évidemment les désindexations sur les retraites puisqu'il n'y a pas grand-chose dedans, des taxes nouvelles, il y a beaucoup de taxes nouvelles dans ce PLFSS, sur le sucre, sur l'eau en bouteille, etc. Et c'est pas nécessaire, ça ? Non, c'est pas nécessaire dans le sens où évidemment ce qui n'est pas nécessaire. Vous savez ce que coûte en termes de santé publique la consommation de produits trop salés, trop gras, etc. Enfin, vous savez. Cher monsieur, ça c'est autre chose. C'est les politiques de santé publique. Oui, oui, c'est pas le PLFSS. Sont corrélés à la consommation. Le PLFSS et demain le PLF, c'est quoi ? C'est 30 milliards de plus d'impôts. Oui. C'est des effets récessifs. Mais donc ça veut dire que vous censurez. Je termine. Des effets récessifs. Oui. C'est-à-dire que ce PLFSS et ce projet de loi ensuite de budget, de finances tout court, vont abîmer les finances
finances publiques de notre pays. Est-ce que ça résout le déficit ? Non. Donc si vous voulez, moi je vois bien que tout ça, en fait, c'est aller chercher dans les poches des Français de quoi rafistoler un budget qui tient pas debout, donc qui ne résout rien. Donc censure dès la semaine prochaine. Et donc nous allons prendre notre décision parce que je vous rappelle que le texte qui va arriver, le gouvernement, et seul le gouvernement, peut encore l'amender. Ça veut dire que d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, le Premier ministre peut choisir de faire des gestes, d'amender ce texte et quelque part de faire marche arrière ou d'entendre ce que nous disons. Donc je comprends en creux, décision à 14h, mais que vous allez sans doute faire tomber ce gouvernement la semaine prochaine. On va se pencher sur l'après, parce que c'est très important évidemment pour nous toutes et tous, ceux qui nous regardent et nous ici sur ce plateau. Reste avec nous Sébastien Chenu, notre invité ce matin. Sébastien Chenu, notre invité ce matin, vice-président du Rassemblement National et élu dans le Nord. Bon, la vie est pleine de surprises, mais la grosse cote, ce serait que le gouvernement de Michel Barnier tienne. Il va être censuré a priori, vous nous l'avez à moitié confirmé ce matin, enfin plus qu'au moitié d'ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer après, Monsieur Chenu ? Comment est-ce que l'on évite le blocage ? Je rappelle que le président ne peut plus dissoudre avant l'été prochain, c'est la Constitution qui les contraint. La seule option, c'est qu'il démissionne, mais a priori, il n'a pas du tout prévu de le faire. Bon, d'abord, si le budget est rejeté, le gouvernement est démissionnaire. Il devient donc un gouvernement qui, pendant quelques mois ou quelques semaines, comme le précédent, gère les affaires courantes. Sur les recettes, qu'est-ce qui se passe ? On va voter, c'est-à-dire les impôts, on va voter une loi spéciale. Nous, le Rassemblement National, on a indiqué on va voter la loi spéciale. Ça s'est déjà fait dans notre histoire, qui permettra que les impôts que les recettes puissent être prélevées. Sur les dépenses. Pardonnez-moi, je fais juste une parenthèse là-dessus parce que c'est très important et surtout pour le Rassemblement National. Les impôts seront prélevés, c'est l'article 1. En revanche, il y aura indexation sur l'inflation, donc augmentation des impôts. Donc 380 000 Français vont entrer dans l'impôt. Non, pas du tout. On peut amender. Évidemment, on peut faire un amendement qui permet de ça. Et vous le ferez, vous le si. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de mystère sur ce sujet. Bien sûr. Ça, c'est les recettes. Après, il y a les dépenses. Les dépenses, ça fonctionnera par ordonnance. Tous ceux qui disent vous vous rendez compte, les fonctionnaires pourront plus être payés. Non, la carte vitale, comme disait Madame Borne, en plein délire, à qui on doit aussi grandement une partie de la situation que nous vivons. La carte vitale ne fonctionnera plus. Tout ça est ridicule. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, l'a dit, il n'y a pas de shutdown, pour reprendre cette expression anglo-saxonne. On n'a pas dit ça, nous, ici, on a expliqué exactement le contraire. Non, mais donc, ceux qui nous suivent ce matin sont parfaitement au fait. En revanche, il y a un point, c'est que ça ne peut pas durer une éternité. Absolument. Donc alors, on fait quoi ? Et là, après, il faut trouver des solutions pérennes. Le président de la République qui nous a mis dans cette situation, avec Gabriel Attal, je vous rappelle qu'il faut toujours rappeler le contexte. En faisant voter pour le nouveau Front populaire, ils ont contourné le choix des Français, ils ont créé ces 3 blocs qui amènent à cette situation de blocage. Donc il faut débloquer cette situation. Le déblocage se fait comment ? Changement de gouvernement et de ligne politique. Mais alors justement, il y a un nom qui circule, Sébastien Lecornu, donc qui est aujourd'hui ministre des Armées, qui serait lui agréé par le Rassemblement National. Je sais pas d'où ça sort. Pour être nommé à Matignon. Est-ce que vous confirmez ça ? Non, je sais pas. Parce qu'il pourrait y avoir un autre Premier ministre du socle commun qui pourrait bénéficier de la même mensuétude dont Michel Barnier a bénéficié de votre part au mois de septembre. C'est pas une question d'homme. C'est pour ça que je sais pas pourquoi, d'où sort cette histoire de Sébastien Lecornu. Mais c'est pas une question d'homme, c'est une histoire de ligne politique. Et le problème fondamental, il vient de là. C'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas acter de nommer un Premier ministre qui soit en rupture avec le macronisme. À partir du moment où il ne veut pas un Premier ministre qui soit en rupture avec ça, eh bien, la situation est bloquée. Donc vous l'appelez à nommer un ministre du nouveau Front populaire, mais non, je l'appelle à faire une autre politique. Nommer un Premier ministre qui mène une autre politique. Nous, nouveau Front populaire, on censure immédiatement. Vous savez, on est assez simple, on est assez basique. Ce qu'on dit, on le fait. Ce qu'on fait, on le dit. On le prend pas par surprise. On veut une autre politique. Une autre politique. Parce qu'il faut un nom, il faut quelqu'un. Il y a beaucoup de gens dans la vie politique qui sont capables de porter une autre politique. Mais encore, faut-il que l'initiative vienne que l'impulsion vienne du président de la République. Déjà, parce que mais c'est pas. Mais je sais pas. Vous êtes obsédé par les noms des gens. Moi, je suis obsédé par la ligne politique. Non, mais moi, je suis obsédé par la ligne politique. C'est-à-dire ce qui, à la fin, profite ou est pris aux Français. Vous ne vouliez pas de Xavier Bertrand, vous avez bien voulu de Michel Barnier. Donc vous avez bien choisi un nom à un moment où on a choisi de ne pas censurer Michel Barnier. On a considéré qu'il fallait un Premier ministre dans notre pays. Il ne pouvait pas être Rassemblement National et que Michel Barnier, on lui a quelque part donné sa chance. Et puis finalement, il nous montre qu'il n'a rien négocié non plus avec le Rassemblement National. Il n'a pas entrepris avec nous la volonté de construire un budget qui corresponde aux lignes rouges qu'on a édictées. Justement. Moi, on a tous nos obsessions dans la vie. Moi, c'est plutôt celle des chiffres. Ouais. Vous voyez quelle est la situation du pays. On ne peut pas se permettre une crise, là. Vous voyez la réaction des marchés. On a un déficit primaire qui est considérable en France. Prendre des mesures d'économie très rapidement. Vous êtes capable de le faire, ça ? Vous êtes capable de dire, tiens, il faut trouver 30 milliards d'euros d'économie
D'abord, la situation de crise, on la connaît depuis longtemps. Nos déficits français sont les plus importants de la zone euro. Non, mais ça, c'est pas notre responsabilité. On peut plus rien en passer. Non, mais c'est plus facile de dire. On est dans une situation absolument terrible. Non, mais vous êtes acteur. Non, attendez, le passé, on ne peut plus rien. On a fait des propositions d'économie. On a fait un contre-budget. Comme Michel Barnier dit, on peut pas en 8 jours faire un contre-budget, faire un nouveau budget. Si, nous l'avons fait, sans les experts de Bercy. Nous l'avons fait. D'ailleurs, nous avions expliqué qu'on diminuerait la contribution à l'Union européenne, une contribution qu'ils augmentent. On irait sur des dépenses liées à l'immigration, sur les agences d'État. Tout ça, il n'y a rien dans le budget. Le problème, c'est que de toutes ces pistes-là, on a proposé des pistes. Michel Barnier aurait pu dire, là c'est intéressant, je creuse, je retire. Rien n'a été retenu. Monsieur Chenu, gouvernement NFP, vous censurez. Gouvernement Rassemblement National, la gauche et le centre, va censurer. Gouvernement Barnier, tout le monde s'accorde à dire, s'il renommait Michel Barnier, il retombera dans les 2 semaines, 3 semaines qui suivent. Vous êtes face aux Françaises et aux Français, là. Il se passe quoi après, alors? Mais je vous pose la même question que je l'ai posée à tous les invités qui viennent ici. Le président de la République devrait tirer les conséquences. Donc il doit partir. C'est-à-dire qu'à un moment, si la situation est bloquée et qu'il n'y a que la possibilité, en démissionnant, de débloquer cette situation, il faut que le président en tire les conséquences. Moi, je crois que c'est ça aussi être un homme d'État, c'est considérer un moment que son pays ne peut pas avancer, du fait d'ailleurs de sa propre responsabilité, Emmanuel Macron, et d'en tirer les conséquences. On verra ce qu'il fera. Mais je crois qu'évidemment, il y a un sondage qui est sorti disant que 63% des Français d'ailleurs souhaitent sa démission. Moi, à titre personnel, je pense qu'Emmanuel Macron rendrait service à notre pays en quittant sa fonction de président de la République et permettrait de redessiner une ligne politique au bénéfice de la France. Merci beaucoup, Monsieur Chenu, d'avoir été ce matin en direct sur LCI. Dans quelques